Bonjour, en attendant, non, ça marche. Voilà. Donc, je suis effectivement le docteur Jésuran Perel-Roizen. Je dois préciser que je suis endocrinologue et pédiatre. Et je remercie l'organisation, Madame Debert particulièrement, de me permettre d'être là aujourd'hui. Je rappelle juste que lors de nos études médicales, comme l'ont dit le professeur London et le docteur Julia, la trisomie 21 n'est pas un sujet qui est abordé à part entière et le handicap en général, ça change maintenant. Hein. J'ai un fils qui a fait ses études qui est en interne maintenant, donc récent. Et là, maintenant, ils ont quand même des formations sur le handicap, ce que nous n'avions pas à notre époque. Donc ça a évolué. Mais la trisomie 21 n'est pas abordée en tant que telle, ça je dois le dire. Et lorsque j'ai été amenée à m'occuper, à m'intéresser à cette pathologie, c'est par l'association des parents. Et je rappelle, au début de mon installation, puisque c'était dans les années 90, j'ai été sollicitée par le docteur Drey, certains l'ont connu, un pédopsychiatre qui s'occupait des enfants trisomiques. Il m'a demandé de venir intervenir auprès des parents pour discuter de ces pathologies. Je n'y connaissais absolument rien, particulièrement à la trisomie 21. Je connaissais ce qui relevait de l'endocrinologie pédiatrique. Et par ce biais-là, j'ai commencé à avoir des petits patients qui venaient essentiellement pour leurs problèmes de poids, de thyroïde, on va voir mon sujet. Mais je me suis intéressée à ces enfants et je suis devenue peut-être... J'ai un peu élargi la prise en charge à la pédiatrie générale adaptée aux enfants trisomiques. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et avec l'évolution, donc ça c'est mon évolution personnelle, je pense que dans d'autres structures, ça a été la même chose. C'est ce qu'on entend avec le docteur Julia qui parle de multidisciplinarité. La science a évolué quand même. Il n'y a peut-être pas des moyens pour la recherche, comme l'a dit le professeur London, mais la science évolue et vous allez voir, il y a des avancées très récentes et des intérêts pour la trisomie 21 qui sont très récents et qui vont apporter beaucoup à la compréhension et au traitement de ces enfants. La diapositive suivante. Donc, je rappelle ce qui a déjà été dit, c'est que la trisomie 21, effectivement, c'est une maladie génétique inscrite et, comme disait le docteur Julien, on ne va pas changer les chromosomes. En revanche, les pathologies associées, c'est les pathologies de la population générale et on les prend en charge de la même manière que tous les enfants qui ont des malformations cardiaques et digestives, c'est ce qui est le plus fréquent dans les pathologies associées. Les pathologies auto-immunes, on en a parlé, elles sont plus fréquentes chez les enfants porteurs d'une trisomie 21, mais on les prend en charge comme les autres pathologies auto-immunes, mais le tout c'est d'y penser et de faire le diagnostic. Et ensuite c'est la prise en charge comme tout enfant qui va être soit avec des problèmes de diabète sucré, de thyroïdite dont je vais vous parler, de maladie cœliaque. La maladie cœliaque c'est l'intolérance au gluten et c'est une maladie auto-immune. Mais aussi ce qui est tout à fait nouveau, c'est la découverte, enfin les recherches actuelles qui se portent sur la thyroïde et sur les pathologies thyroïdiennes non auto-immunes. Et ça, on ne le connaissait pas jusqu'à présent. On va voir que c'est relié à ce fameux gène que Michel Starosinski vous a cité, Madame London aussi, DIRK1. On va en reparler. Voilà. Donc, je vous rappelle que depuis la fin du 19e siècle, on avait constaté que la trisomie 21 était en association, on ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose autour de la thyroïde chez les porteurs de trisomie 21. Au départ, on a trouvé une ressemblance clinique, les photos qu'a montrées Madame London des années 70, eh bien on peut trouver exactement les mêmes photos chez ce qu'on appelait le crétinisme endémique, qui était l'hypothyroïdie non traitée. Eh bien, les personnes hypothyroïdiennes non traités, non trisomiques, avaient exactement la même physionomie, que ce soit du visage ou du corps, que les enfants trisomiques, à part peut-être l'orientation des yeux, mais en dehors de ça, tout le reste était exactement la même chose. Et on parlait de crétinisme endémique pour des hypothyroïdiens. Et plus tard, donc, il y a eu le diagnostic d'un certain nombre d'hyper- et d'hypothyroïdie chez des enfants trisomiques, chez qui on faisait le diagnostic comme chez tout enfant, devant des troubles de la croissance, des troubles de leur état général. Et on a fait des diagnostics d'hypo- et d'hyperthyroïdie. Et ensuite, on a... voilà. Ce que je vous rappelle en bas, là, c'est le docteur Van Trotsenburg, qui est un Hollandais, et qui nous a fait cette présentation, pas plus tard que le 17 septembre. J'étais à Washington au Congrès mondial d'endocrinologie pédiatrique. Et pour la première fois, nous avons eu une communication orale et un symposium dédié à la trisomie 21. C'est la première fois. Jusque-là, ça fait donc plus de 25 ans que je vais dans ces congrès, il y avait des posters, vous savez, des communications affichées, comme ça, isolées, sur la trisomie 21, qui n'intéressaient pas beaucoup de monde, parce que même lors des visites de posters, on ne s'arrêtait pas devant. Donc, si on était intéressé, moi j'étais intéressée, j'allais voir, mais sinon, personne ne s'intéressait à ça. Et au dernier colloque donc, de la semaine d'il y a 15 jours, 10 jours, on a eu une demi-journée, enfin une demi-matinée,
consacré à cela. Et c'est ce professeur qui nous a rapporté ces travaux également. La diapositive suivante. Donc je vais juste maintenant me focaliser sur la thyroïde, pardon, et puis j'aborderai un peu plus généralement par la suite. Donc juste pour vous montrer, elle n'y est plus la diapo, juste où se situe la glande thyroïde, c'est la suivante. Voilà. Bon, on ne voit pas très bien, mais la thyroïde, vous voyez, elle est située au milieu du cou. Elle est en avant de la trachée, au-dessus de la carotide, et en dessous du cartilage cricoïde. Donc c'est très facile d'accès, c'est-à-dire que normalement, toute personne qui va chez son médecin devrait se faire palper le cou. En tout cas, donc elle est très facile d'accès à la palpation, puisqu'il suffit de palper le cou dans sa partie médiane. L'examinateur doit être derrière la personne, et la personne doit déglutir, et à ce moment-là, on fait migrer la thyroïde. Une thyroïde normale n'est pas palpable, donc dès qu'on la palpe, c'est qu'elle n'est pas normale, soit augmentée de volume, soit avec des nodules à l'intérieur, mais en tout cas, voilà. Et c'est un examen facile, et vraiment la thyroïde, elle est très superficielle, facile d'accès. La diapositive suivante. Donc cette thyroïde qui est située en bas fabrique des hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. La T3 principalement, un peu de T4, pas beaucoup. Et en périphérie, la T3 se transforme en T4. Bon, ce sont deux formes d'hormones thyroïdiennes. Et c'est l'hormone thyroïdienne T4 qui est active et qui va avoir un rétrocontrôle sur l'hypothalamus-l'hypophyse. Donc l'hypothalamus-l'hypophyse, ce sont des glandes qui sont dans le cerveau, qui régulent tout notre système endocrinien, toutes les glandes, et là en particulier la thyroïde. Sort de la thyroïde, de l'hypophyse, pardon, la TSH, tout le monde connaît la TSH, puisque c'est le dosage central pour les diagnostics de maladies thyroïdiennes. Cette TSH stimule la glande thyroïde, et quand on a trop d'hormones thyroïdiennes, eh bien, on va freiner la TSH, elle va être très basse. Quand on n'en a pas assez, par le rétrocontrôle, c'est-à-dire une information qui remonte au cerveau, on va avoir beaucoup de TSH pour essayer de compenser ce qui manque en bas. Hein, ça, c'est le cercle. Je répondrai aux questions si besoin. Donc, le dosage de la TSH, c'est l'élément central du diagnostic des dysfonctions thyroïdiennes. La diapositive suivante. Donc, le rôle des hormones thyroïdiennes, et vous allez voir par là que vous allez retrouver beaucoup de choses qui sont visibles chez nos enfants apporteurs de trisomie 21 ou chez les patients qui ont des problèmes thyroïdiens, puisque la thyroïde, enfin les hormones thyroïdiennes, règlent à peu près tout notre métabolisme. Donc tout ce qui est autour des protides, les protéines, vous savez, dans notre corps, nous avons 3 métabolismes, les protéines, les glucides, c'est les sucres, et les lipides, c'est les graisses. On a besoin des 3 et d'un équilibre sur les 3 pour bien fonctionner. Donc les protéines agissent sur la thermogénèse, c'est-à-dire le fait de maintenir une température corporelle constante et de s'adapter aux différentes températures extérieures. Donc si c'est déréglé, on va être ou frileux ou au contraire avoir toujours chaud. Donc la thermogénèse, et la thyroïde intervient là-dessus. Les protéines, bien sûr, sont essentielles au fonctionnement cérébral en général, et donc la thyroïde intervient là-dessus. Les glucides, donc les muscles, nécessitent absolument un niveau de sucre dans le sang, dans l'organisme constant, et le cerveau qui ne peut pas vivre sans sucre rapide. Les muscles, les autres organes peuvent tirer les sucres à partir des protéines et des lipides, mais le cerveau ne peut pas vivre sans sucre. Il ne peut pas le transformer à partir des protéines et des lipides. Donc la thyroïde agit là-dessus également. Et puis les lipides sont essentiels pour la croissance osseuse et pour le cerveau aussi. Les conséquences, c'est que la thyroïde règle les problèmes de croissance en taille staturale, en poids, le poids. Donc le bon équilibre pondéral est lié à la thyroïde par rapport donc à son action sur les métabolismes. La croissance osseuse et donc la croissance des enfants est liée à la thyroïde, pas uniquement bien évidemment, il y a les autres hormones qui interviennent, mais elle est essentielle. Si on n'a pas d'hormones thyroïdiennes, on ne grandit pas. Le développement psychomoteur et le tonus, essentiel aussi. Les hormones thyroïdiennes y sont essentielles. Donc pour tout l'aspect psychomoteur, cognitif, etc. Le tonus. La température corporelle, on en a parlé. Les phanères, donc les phanères essentiellement les cheveux, et on sait que chez les enfants trisomiques, les cheveux sont plutôt fragiles, plutôt fins, tombent, etc. Et puis le transit, hein, c'est-à-dire la constipation ou l'accélération, c'est la diarrhée. Et quand on est en manque d'hormones thyroïdiennes, on est plutôt constipé. Quand on est en excès d'hormones thyroïdiennes, on a plutôt une accélération du transit et de la diarrhée. D'une façon générale, les hormones thyroïdiennes, je reviens donc au départ, c'est l'équilibre métabolique du sujet. Et donc, un patient qui manque d'hormones thyroïdiennes est ralenti dans tous ses métabolismes.
Donc il va avoir un tonus ralenti, un cerveau ralenti, un transit ralenti, une température ralentie, donc il est frileux. Et on va retrouver comme ça, c'est facile à comprendre, tous les signes de l'hypothyroïdie. C'est un ralentissement. Et l'hyperthyroïdie, donc quand on en a trop, c'est une accélération des métabolismes. Donc on a toujours chaud, on est énervé, on a de la diarrhée, on dort mal, on est accéléré de partout. La diapositive suivante. Donc les hypothyroïdies auto-immunes, je vais en parler rapidement parce que ça, c'est pas nouveau. Et encore une fois, c'est pas spécifique à la trisomie 21, sauf que les enfants trisomiques ont plus de susceptibilité à faire des maladies auto-immunes. Alors là, on pourrait rapprocher, j'ai fait partie du DU de psychosomatique, et dans la psychosomatique, la première maladie de psychosomatique, c'est le cancer du sein, dont on ne va pas en parler aujourd'hui, et la deuxième, c'est la maladie auto-immune. Et les psychosomaticiens parlent, ça c'est la psychosomatique, hein, de soi et de non-soi. Quand on a une maladie auto-immune, on fabrique des anticorps contre soi-même. Et on vit avec soi-même et le contraire de soi-même, l'auto-immunité, l'auto-anticorps. Et donc, ils rattachent là-dessus, au niveau psychanalytique, le soi et le non-soi. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec les enfants trisomiques qui, peut-être, comme on l'a dit, sont normalement constitués, je dirais normalement intelligents avec leurs possibilités, et peut-être qu'ils sont en but avec une société qui les considère différemment. Et est-ce que l'auto-immunité, c'est pas le soi et le non-soi? J'en sais rien. Je vous le livre aujourd'hui, ça vient de m'arriver maintenant dans l'esprit. Je sais, j'ai jamais rien lu là-dessus. Mais c'est ce que je sais de l'auto-immunité et de la psychosomatique. Bon, c'est un autre sujet. Donc l'hypothyroïdie auto-immune de la trisomie, donc c'est comme tout le monde, sauf que ça débute plus jeune et que c'est plus fréquent que dans la population générale. Ensuite, la fréquence de l'hypothyroïdie auto-immune avérée au fruste augmente avec l'âge. Donc, avec l'âge, donc ça veut dire qu'il faut dépister ça toute sa vie. Chez les enfants trisomiques, on verra, et chez les adultes, même si dans l'enfance, ils n'ont pas eu de problème thyroïdien auto-immun. Ça, c'est non spécifique, on va dire l'auto-immunité thyroïdienne, on en parlera plus tard. La suivante, ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'hypothyroïdie non auto-immune. Donc, ce n'est pas des anticorps qu'on fabrique soi-même contre soi-même. En revanche, alors pourquoi on a pensé qu'il y avait des hypothyroïdies autres que auto-immuns, ce qu'on ignorait. C'est parce qu'on a constaté dans la trisomie 21 que l'hypothyroïdie congénitale, qui est très fréquente dans la population, qui est dépistée à la naissance chez tous les enfants, sur le sang du talon, tous les enfants ont ça, était plus fréquente dans la trisomie 21. Et là, je vous ai rapporté des chiffres. Parmi les enfants non trisomiques, 1 sur 2000 à 1 sur 3000 naissances est dépistée hypothyroïdie congénitale. Chez les enfants trisomiques, qui ont une trisomie 21, c'est 1 sur 141. Donc c'est vraiment nettement plus important. Et donc on s'est dit, si dès la naissance, ils ont plus d'hypothyroïdie congénitale, on va étudier la question. Vous allez voir, je vais vous le détailler. Et ensuite, on a également vu qu'il y a beaucoup plus d'hypothyroïdie dite frustre. On appelait ça avant partiel compensé. En tout cas, ce sont des hypothyroïdies, puisque la TSH est élevée, pas très élevée, mais quand même au-dessus des normes, avec des hormones normales. Cette hypothyroïdie dite frustre ou partielle compensée, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je ne parle pas de la trisomie 21, en général, n'était pas reconnue comme une pathologie. Et maintenant, on se rend compte que c'est quand même une dysrégulation qui est réelle et qui correspond à des signes cliniques. Donc, cette hypothyroïdie frustre, TSH, vous voyez, entre 5 et 10 milliunités, une T4 normale, donc c'est juste un problème de régulation, est détectée entre 7 et 40% par le dosage systématique. Je parle dans la trisomie 21, cette incidence. Et les signes cliniques sont peu spécifiques, puisque, alors que ce soit chez les enfants trisomiques ou chez la population générale, c'est une hypotonie, une prise de poids, une frilosité, une perte de cheveux. Beaucoup de gens se plaignent de ça. Ils n'ont pas forcément, d'ailleurs, des problèmes thyroïdiens, mais c'est quand même des symptômes peu spécifiques. On peut aussi avoir des problèmes d'hypotonie, parce que pour des raisons psychologiques ou d'autres pathologies, des prises de poids, etc. aussi. Donc c'était jusqu'à présent considéré comme non pathologique. Maintenant, on s'intéresse à l'hypothyroïdie frustre. Et donc cette hypothyroïdie frustre, elle est plus fréquente dans la trisomie 21. La diapositive suivante. Donc je vous rappelle juste, bon, ça rapidement, ce n'est pas spécifique à la trisomie 21, c'est qu'est-ce que c'est que l'hypothyroïdie congénitale, hein, c'est ce dépistage au sang du talon avec le Guthrie, en même temps que le Guthrie. Donc si la TSH est élevée, très élevée, à 34, on convoque la famille et on fait tous les examens pour confirmer l'hypothyroïdie congénitale. Entre 17 et 34, on fait un contrôle, et si ça reste supérieur à 8,5, on convoque et on fait tous les examens pour chercher quel est le problème. Mais on s'est intéressé, il y a des études actuelles qui montrent quel est le développement intellectuel de
et la scolarité. Je parle des enfants non trisomiques, mais c'est tout à fait transposable aux enfants trisomiques, on va voir. Des TSH qui sont juste sous le seuil. Le seuil en France, c'est 17, et déjà, en Australie, ils l'ont abaissé à 15. Et pourquoi on met ce seuil là? Et il y a des études maintenant qui essayent de voir le devenir intellectuel et scolaire. Donc, ce n'est pas des signes d'hypothyroïdie profond, on va dire, avec l'hypotonie, la frilosité, etc., mais des petits signes, et notamment le développement intellectuel. On suggère, par exemple, en France, de passer le seuil de 17 à 10, notamment dans la trisomie 21, qui est beaucoup plus fréquente. Alors, ce n'est pas parce qu'ils vont avoir des tolérances, on va dire, entre guillemets, de niveau thyroïdien. C'est que vous allez voir sur mes diapositives suivantes, réellement, la trisomie 21 est attachée à des maladies thyroïdiennes. Diapositive suivante. Donc, les causes de l'hypothyroïdie auto-immune et de la dysgénésie. Alors, l'auto-immunité, je vous ai montré les anticorps et mon idée de psychosomatique, mais en dehors de ça. Et la dysgénésie, ça veut dire que la glande, elle est mal formée, à la naissance. Déjà en anténatal, on va voir qu'on a montré que la glande thyroïde des enfants trisomiques est dysgénétique. C'est qu'elle n'a pas la même forme et la même morphologie que la thyroïde normale d'un fœtus normal. Donc on a fait le lien avec le chromosome 21, on l'a vu par l'historique, ils ont plus de problèmes thyroïdiens, mais la cause réelle n'est pas élucidée. Et on a probablement des mécanismes moléculaires de génétique qui fait que le chromosome supplémentaire, 21, va altérer l'expression des gènes des autres chromosomes également. Donc ce sont les pistes de recherche actuellement. Diapositive suivante. Donc on a montré que en période fœtale, il y a eu des études sur des fœtus de grossesse non aboutie qui ont montré qu'il y avait des anomalies du développement de la glande fœtale, de thyroïde en période fœtale, que les follicules, parce que je ne vous ai pas mis les diapositives, mais la thyroïde est faite de petits follicules, d'amas de cellules. Hein. Et bien, chez les fœtus porteurs de trisomie 21, les follicules sont plus petits et sont hétérogènes. Ils ne sont pas tous, donc ils sont hétérogènes. Et la thyroïde est plus petite que chez le fœtus qui n'est pas porteur de trisomie 21. Donc il y a une malformation de la thyroïde, ça s'appelle une dysgénésie, qui est anténatale et qui existe donc à la naissance et qui expliquerait ces susceptibilités à l'hypothyroïdie. Les athyréoses et les ectopies, alors qu'est-ce que ça veut dire? Athyréose, il n'y a pas de glande, et ectopie, elle n'est pas à la bonne place. Ce sont les deux diagnostics principaux des hypothyroïdies congénitales, 1 sur 2000 à 3000 dans la population générale. Et je vous rappelle que les trisomiques ont 1 sur 141 hypothyroïdie congénitale. Et malgré tout, ils n'ont pas plus d'athyréose et d'ectopie que la population générale. Donc l'augmentation de fréquence de ce dépistage de l'hypothyroïdie congénitale, ce n'est pas des anomalies qu'on voit dans la population générale, on pense, donc c'est un argument de plus pour dire que la glande est dysgénétique. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté en faisant des analyses de thyroïde. On est allé plus loin, diapositive suivante, et on a étudié, donc c'est là qu'on arrive au gène DIRC1A, dont vous en avez déjà entendu parler 2 fois ce matin. Et il y a une étude, alors ça c'est fait par l'équipe de Michel Pollack. Michel Pollack, c'est un professeur d'endocrinologie pédiatrique à Necker et qui s'intéresse beaucoup à la thyroïde. Donc au départ, pas particulièrement à la trisomie 21, mais par les études génétiques, il s'intéresse maintenant à la trisomie 21 par le biais de la thyroïde fœtale, puisque sa spécialité c'est la thyroïde fœtale. Et donc, il a élaboré un modèle murin, enfin lui et d'autres dans le monde, mais pas beaucoup, hein, il y a 3 équipes, je crois, au monde. Ils ont fait une souris transgénique qui a une copie supplémentaire de ce gène, DIRC1A. Et ce DIRC1A est donc situé sur le chromosome 21 et dans une zone critique du chromosome 21 essentielle à son fonctionnement. Et ils ont montré que ce gène fabrique une enzyme, effectivement, qui est essentielle au système nerveux, au développement du système nerveux. Et donc, ils ont montré que cette souris se comporte au niveau cognitif, neurodéveloppemental, comme les enfants atteints de trisomie 21. Et Michel Pollack, son travail, ça a été d'étudier la thyroïde. Et il a montré que chez ces souris, on retrouvait des anomalies identiques à ce qu'on avait vu sur les thyroïdes fœtales. Et donc, il y a tout un tas d'études qui sont faites maintenant avec ce DIRC1A et la thyroïde, pour ce qui nous concerne, et en général avec la trisomie 21. Et donc, on a montré aussi que des mutations de ce gène étaient décrites dans certaines formes d'autisme. Donc, on rapproche ce gène avec le système neurodéveloppemental. Et des études récentes, donc ce que je viens de vous dire, l'implication dans la thyroïde fœtale. Et donc, Michel Pollack travaille là-dessus. Donc, la maladie d'Alzheimer, on vous en a déjà parlé. Effectivement, on montre qu'elle n'est pas plus fréquente, mais qu'elle arrive plus tôt et qu'elle évolue peut-être un peu plus vite.
Et donc, là aussi, la maladie d'Alzheimer étant quelque chose qui génère beaucoup de recherches et de fonds, le fait de le rapprocher de la trisomie 21 par ce gène DIRCA va peut-être ouvrir de la recherche pour la trisomie. Au départ, ce n'est pas la trisomie qui les intéressait, hein, c'est la maladie d'Alzheimer. Mais le fait qu'il y ait quand même un modèle qui leur permet d'étudier peut-être plus tôt, plus rapide, les effets, ben, ça va avoir un effet collatéral hein, de recherche sur la trisomie 21, qui n'était pas le but initial. Mais bon, tant pis, si ce n'est pas la philosophie, s'il y en a les bénéfices, c'est bien aussi. Donc voilà, on a montré que les patients trisomiques présentaient des signes apparentés à un âge plus jeune. Et donc, c'est ce dont on vous a parlé, l'inhibiteur de l'enzyme, là, qui serait prometteur pour la maladie d'Alzheimer. Ils ont beaucoup d'argent et ça va profiter aussi aux enfants trisomiques peut-être et aux adultes, tant mieux. Diapositive suivante. Donc, les conséquences sur le développement de l'enfant. Donc, l'effet du traitement par thyroxine a été étudié chez des enfants avec hypothyroïdie frustre, donc avec ce dont je vous ai parlé, TSH normal, et TSH un peu augmenté, modérément. Et il a montré donc qu'il y avait une amélioration du développement psychomoteur si on les traitait très jeunes. Et on va voir, il y a 2 cas de figure dans ces problèmes de dysgénésie thyroïdienne. Mais pour l'instant, ce n'est pas significatif. Il a fait 2 groupes, hein, celui qui traitait et celui qui ne traitait pas. Ce n'est pas significatif parce qu'il n'y a pas des assez grands nombres et que les statisticiens ne valident pas le côté significatif, mais il y a quand même quelque chose. Et les études sont en cours. Et il y a une étude qui démarre à l'hôpital Necker, où ils vont suivre les enfants de 0 à 2 ans avec ces fameuses peut-être seuils à 10 au lieu de 17 et qui vont traiter par hormones thyroïdiennes dès la naissance pendant 2 ans et à interrompre après. Enfin, il y a tout un protocole qui démarre très prochainement là-dessus. Là, donc, si les recommandations, si on dépiste une hypothyroïdie congénitale, bien sûr, on va traiter les enfants si c'est dans les catégories traditionnelles. Après, l'objectif, c'est de mettre, quand on traite l'hypothyroïdie congénitale, on veut mettre les enfants dans des taux normaux, moyens. Pour l'enfant trisomique, puisque le seuil est différent et il y a une véritable dysgénésie, on recommande d'avoir une TK dans le tiers supérieur, une TSH plutôt dans les limites inférieures, c'est-à-dire d'être à la limite du surdosage, hein, mais normal quand même. J'insiste là pour montrer que les recommandations ministérielles, c'est de doser que la TSH quand on traite les gens par les Levothyrox, pour ne pas le citer, on en parlera, dans l'hypothyroïdie. Chez l'enfant, la recommandation, c'est de doser quand même l'hormone thyroïdienne aussi, la T4, ce qui n'est pas dans les recommandations ministérielles, mais accepté pour l'enfant. On dose les 2 pour avoir ce résultat. Ça, c'est pour la trisomie, mais même pour les enfants non trisomiques. L'hypothyroïdie frustre, ce qui est recommandé, c'est de doser la T4 libre et la TSH à la naissance, à 6 mois et à 1 an, et après 1 fois par an. Jusqu'à ces dernières recherches de ce professeur hollandais là, et d'autres, on nous recommandait à partir de 3 ans, enfin c'est la Fondation Le Jeune qui recommandait ça, parce que moi j'avais que ça comme référence, même s'ils n'ont jamais publié. J'ai demandé des publications, ils n'ont jamais rien publié, mais ils recommandaient de faire le bilan thyroïdien à 3 ans et tous les ans. En même temps qu'on fait le dépistage de la maladie cœliaque, les anticorps antitransglutaminase, et qu'on faisait la formule sanguine pour dépister les leucémies. Voilà ce qu'ils recommandaient. Bien, apparemment, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Il faut le faire dès la naissance, puisque maintenant, on a prouvé que la glande était malade dès en anténatal. Voilà. Et chez l'adulte aussi, il faut continuer, puisqu'on a vu qu'il y a des formes. Alors là, c'est pour les hypothyroïdies auto-immunes, qui peuvent se révéler plus tard dans la vie. Donc, il ne faut pas arrêter. Parce que la dysgénésie, elle est présente depuis la naissance. Et on se dit que s'il y a 2 ans, on n'a pas dépisté l'hypothyroïdie liée à la dysgénésie, il n'y en aura pas après. Enfin, on va pas mais en revanche, l'auto-immunité peut apparaître tout le temps, de l'âge de 3 ans, je pense que c'est pour ça qu'il disait 3 ans, jusqu'à la fin de la vie. Donc, le traitement de la thyroïdite auto-immune, donc je reviens à celle qui a des anticorps, elle est non spécifique à la trisomie 21. Donc c'est l'hypothyroïdie avérée, les Levothyrox, la maladie de Basedow, c'est l'hyperthyroïdie, c'est les antithyroïdiennes synthèse, ou l'iode ou la chirurgie. Bon, ça c'est non spécifique. Et donc j'en ai fini avec l'explication sur les thyroïdes. Juste, j'ai oublié de rajouter une diapositive, c'est que les dysgénésies qu'on trouve à la naissance, hein, je vous rappelle le dépistage, le seuil, les anomalies fétales, etc., on a montré que celles qu'on dépistait à la naissance, il y en avait 75% qui guérissaient. C'est-à-dire après 2 ans, ils les ont suivis et la fonction thyroïdienne se normalise. Et 25% persistent toute la vie dans leur hypothyroïdie. C'est pour ça qu'il y a cette étude qu'il est recommandé d'arrêter au bout. Alors, on dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce n'est pas encore bien codifié, mais il y a un certain nombre, donc 75% de ces hypothyroïdies congénitales liées à un défaut de développement de la glande in utero, qui se corrige.
Donc c'est pour cette raison que dans ce cas de figure, il est recommandé de l'interrompre. Mais bien sûr, après, on peut développer une maladie auto-immune et une hypothyroïdie. Ça n'exclut pas le dépistage annuel quand même. Donc tout ça, c'est nouveau, ce n'est pas encore très codifié, mais voilà où on en est des dernières recherches sur la thyroïde et la trisomie 21. Et donc je voulais juste, si ça vous intéresse, je pense que ça intéresse tout le monde, de savoir ce qui se passe avec ce fameux lévothyrox. Donc le lévothyrox, c'est la seule hormone, enfin c'est le seul traitement qui existe, c'est de l'hormone thyroïdienne, c'est de la T4, tout simplement, qui est fabriquée synthétiquement. Avant, il y avait les extraits thyroïdiens, vous avez dû entendre parler de ça, c'était des extraits animaux, qui aidaient beaucoup les gens, parce que c'était très bien, c'était un bon cocktail, puisque c'était de la thyroïde. C'était animal, on n'a jamais eu d'effet secondaire, mais suite à la maladie de Creutzfeldt-Jakob avec l'hormone de croissance, c'est à cause de ça, et ça je pourrais vous en parler, parce que j'en ai fait partie aussi de tout ça, mais ce n'est pas le sujet, on a retiré du marché tout ce qui était humain et animal, quasiment. Il n'y a presque plus rien, il reste les gonadotrophines, mais bon, c'est en train d'être éliminé aussi. Donc on a enlevé les extraits thyroïdiens. Ça a fait beaucoup de mal à ce moment-là aux gens qui étaient bien avec les extraits thyroïdiens. Pourquoi j'en parle? Parce qu'actuellement, c'est la même histoire. Le lévothyrox, donc c'est de la T4 directe. Donc c'est comme celle que vous fabriquez et c'est celle qui est active. Pour qu'elle soit, comme tout médicament, pas gazeux, pas à l'état vaporeux, on est obligé de le mettre dans un comprimé. Donc jusqu'à présent, c'était du lactose qu'il y avait pour faire du comprimé, parce qu'il faut bien qu'il y ait de la farine, enfin quelque chose quoi, qui fasse que c'est solide. Ce lactose, pas que pour le lévothyrox, pour beaucoup, j'ai une enfant qui prend du Dufaston, bon, c'est une progestérone naturelle, elle est intolérante au lactose. Et bien, manque de bol, tous les médicaments, tous les progestatifs, il y a du lactose dedans, donc je ne peux rien lui donner. Bon, bref, le lévothyrox était fait avec du lactose. Et l'Agence nationale de santé et médecine en France a demandé au laboratoire, le seul qui le fabrique, Merck en France, de remplacer le lactose parce que les gens sont intolérants au lactose de plus en plus. Bon, ça c'est aussi un autre débat. Donc on a enlevé le lactose. On a mis du mannitol à la place. Le mannitol, c'est dans le Doliprane, par exemple, 5000 fois plus dosé que dans les lévothyrox. Le mannitol du Doliprane. Tout le monde prend du Doliprane, enfin paracétamol, excusez-moi. Bon. Et du mannitol, vous en avez partout. Alors bien sûr, le mannitol qu'on utilise chez ceux qui ont des tumeurs cérébrales, c'est un médicament, c'est pas du tout les mêmes doses qu'on met dans un comprimé. C'est infinitésimal ce qu'il y a dans le comprimé. Donc ça, c'est quelque chose qui a changé. La deuxième chose qui a changé, c'est l'acide citrique anhydre, que vous trouvez partout, dans vos confitures du commerce, sauf si vous les faites vous-même, mais partout vous avez de l'acide citrique anhydre parce que c'est le stabilisateur de tous les produits, y compris des médicaments. Et il y en a dans plein de médicaments et dans beaucoup d'industries alimentaires. C'est la seule chose qui a changé dans le lévothyrox. Pourquoi on a fait ça, l'acide citrique anhydre? C'est parce qu'on avait constaté que dans les boîtes de lévothyrox, à la fin de la boîte, la molécule de T4 n'était pas stable, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas tout à fait la même quantité que dans les premiers comprimés de la boîte. Ou d'une boîte à l'autre, ce n'était pas stable. Et on a demandé de stabiliser. Qu'est-ce qui se passe? On a 12 000 rapports de pharmacovigilance des gens qui ont changé leur boîte et qui ne se sentent pas bien, avec divers symptômes. Pratiquement que chez les adultes. Chez l'enfant, il doit y avoir 3 ou 4 cas rapportés, simplement. Et les symptômes, pour une grande partie, sont réels. Ce sont tous les symptômes, comme je vous ai décrit. La thyroïde, elle fait tout. Elle fait la température, le poids, le tonus, enfin, elle fait tout. Eh bien, les gens, ils se trouvent mal dans tous ces domaines, qui peuvent être liés à un déséquilibre de leur thyroïde, parce qu'avant, ils s'étaient habitués aux irrégularités. Maintenant, on les met réguliers. Donc, forcément, ils n'ont plus le même équilibre qu'ils avaient avant, mais pas lié au lactose et à l'acide, lié au fait que c'est plus stable. Donc, on leur demande de faire un contrôle de leur fonction, de leur TSH, et on adapte la dose. C'est vrai qu'il va peut-être falloir changer la dose avec les nouvelles boîtes. Mais en aucun cas, ça remet en question le lactose et l'acide citrique. Je voulais préciser ça parce que ça fait un tel tollé que la ministre, elle ne sait plus quoi faire. Moi, à mon avis, elle n'a pas fait la bonne... C'est mon avis personnel. Elle a fait revenir les anciennes boîtes pour 15 jours. Dans 15 jours, il n'y en aura plus. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Et elle fait venir de la Sanofi Allemagne, parce que Sanofi, c'est français, mais ils ne vendent pas le lévothyrox en France. C'est en Allemagne. On va avoir des boîtes allemandes qui vont arriver où l'excipient est différent. Mais il est aussi différent de celui qu'on avait avant. Donc, il va y avoir les mêmes... Enfin, peut-être pas les mêmes effets, mais en tout cas, il y aura peut-être des changements. Donc, je vous précise que le lévothyrox actuel, le nouveau, il est très bien. Il faut juste faire une TSH pour adapter sa posologie. Oui? Une intervention? Oui? Je comprends pas. Ils n'ont pas des biochimistes qui leur expliquent que quand il y a plus de produits et qu'il est plus stable, il faut en donner moins. Oui. C'est simple. Mais on peut... Alors, c'est tout à fait C'est vrai. pas une question d'excipient. C'est comme c'est stabilisé,
il y en a beaucoup plus. C'est tout à fait ça. C'est vrai ça. pour l'autre truc, là, le scandale. Là, quel est l'autre médicament? Oui, c'est ça. C'est pour Mais ça parce que c'est pas expliqué correctement. Alors, c'est simple. Non, je ne prends pas de lévothyrox, moi non plus. Hein, mais en fait, je pense que ce tollé qu'il y a eu, c'est parce que les gens ont perdu confiance dans les laboratoires pharmaceutiques. Et du coup, comme ça n'a pas été expliqué clairement, ce que vous venez de faire là, ça n'a pas été expliqué clairement par le ministère de la Santé, forcément, ça fait un énorme tollé, mais je pense qu'il faut vraiment expliquer, et je vous remercie d'expliquer de manière aussi claire ici, et qu'on puisse nous, après, donner la même explication que vous, et le prodiguer à tout le monde, pour arrêter cette psychose autour du lévothyrox qui soigne les gens, et dont on a absolument besoin. Voilà. Donc, repartons à faire des contrôles de la TSH, et repartir sur des dosages. C'est effectivement très embêtant pour les gens qui avaient un dosage stable, ça c'est sûr. Il faut repartir dans ce retravail de dosage-là, qui peut être plus ou moins long chez certains, mais voilà. Je suis tout à fait d'accord, merci de rebondir là-dessus. Je veux juste rajouter deux choses. D'une part, dans les pharmacovigilances, dans les rapports qui ont été faits à la NSM, pour revenir avec ce que vous disiez sur l'autre médicament, c'est le Mediator, et donc dans les rapports, les 12 000, il y a eu plein d'assimilations Mediator, lévothyrox. Il faut quand même reconnaître que ça n'a rien à voir et que le Mediator qui a donné des problèmes, c'est pas parce que c'est un mauvais médicament, c'est un très bon médicament, mais quand il est donné pour qui il faut et pas pour qui il faut pas. Moi, j'avais, pas beaucoup, mais j'avais 2 jeunes filles, parce que je suis endocrinopédiatre, donc je vais jusqu'à 25 ans. Ma pédiatrie, elle est élargie. Mais j'avais quelques ados qui avaient des problèmes d'ovaires polykystiques. Enfin bref, je ne vais pas faire de la médecine là, mais qui prenaient du Mediator. J'en avais 2 dans toute ma clientèle. C'est pas énorme. Ben, elles ne peuvent plus en prendre, c'est catastrophique pour elles. Mais à côté de ça, vous en aviez 10 000 à côté qui le prenaient pour perdre du poids ou pour autre chose. Effectivement, il y a eu des effets secondaires. Mais malgré tout, il y a eu des morts avec le Mediator. Ce n'est pas le cas du lévothyrox. Donc, et c'est ça, ce qui est rapporté à la NSM, les gens et c'est la perte de confiance en le laboratoire. Et ce que je dois juste déplorer, puis on va clôturer parce qu'il faut que je parle un peu de la contraception, c'est que ce que je déplore, c'est le manque de communication du ministère et du laboratoire aussi. Parce que le laboratoire n'est pas venu vers nous, pas une seule fois depuis qu'il y a tout ça, pour nous... J'ai rien contre le laboratoire Merck parce qu'ils vendent ce médicament, c'est les seuls qui le font, ça vaut 1 € la boîte. Enfin, ils ne font pas ça pour aller faire de l'argent avec le lévothyrox. Hein. Donc j'ai rien contre eux, mais ils auraient pu communiquer un peu mieux, et dans le public, et également. Alors ce que je veux finir pour le laboratoire Merck, parce qu'ils ont quand même, au mois d'avril ou mai, cette année, il y a eu la Semaine internationale de la thyroïde. Ça n'avait rien à voir encore avec tout le scandale. Hein. Et c'est Merck, le laboratoire, puisque c'est le seul qui fait le lévothyrox, qui a donné à disposition des tas d'outils. Et il y a un très très bon site que vous pouvez aller voir. Donc je crois que c'est la prochaine diapositive. Je pense que c'est ma prochaine avant de passer à la contraception. C'est un lien, voilà. Hein, c'était la semaine internationale. Donc vous voyez, internationale, rien à voir avec notre lévothyrox. Et donc c'était en mai. Et donc vous pouvez aller sur ce site. Et vous avez tout sur la thyroïde. Alors, il ne parle pas du scandale parce que c'était avant. Hein. Peut-être d'ailleurs que ce site est alimenté, que vous aurez des choses nouvelles dessus. Je ne suis pas allée voir. Je suis allée voir juste les brochures que je distribue, moi, sur ce que c'est que l'hyperthyroïdie. Alors, ils ne vont pas rentrer sur les détails dont je vous ai parlé, hein, de l'hypothyroïdie frustre, du trisomie et de la dysgénésie, tout ça. Mais ils vont vous parler de l'hyperthyroïdie. Il y a une rubrique enfant spécifique, une rubrique adulte, les nodules, les goitres, enfin, etc. C'est pas mal. Et puis, je crois que j'ai mis aussi la NSM, mais peut-être, sinon, vous allez regarder sur la NSM, vous aurez tout ce que vous voulez savoir sur le lévothyrox. Juste demander que, justement, sur la NSM, il y ait une page spécifique liée aux enfants avec traitement au lévothyrox, pour voir si, chez ces enfants, qui, par ailleurs, ont une surexpression de certains gènes, il y aurait des signes cliniques particuliers. Je vous dis ça parce que nous, on a... quelqu'un de l'association, enfin un des vice-présidents, qui a rapporté tout ce qui est arrivé à son fils depuis qu'il a changé. Donc c'est juste un appel à est-ce que dans ces rapports, il peut y avoir quelque chose en mettant spécifiquement. Alors, je sais, voilà. Alors, ce que je peux répondre, je ne sais pas combien il y a de cas. Ils ne feront pas spécifique parce que je vous dis, sur les 12 000 rapports, il y a moins de 10 qui concernent les enfants. Moi, j'en ai eu un seul, et je ne suis même pas sûre que c'est lié. Si vous voulez,
Encore une fois, c'est réellement lié à cette stabilité. On fait c'est rien de faire c'est pas cher. On a le résultat dans la journée. T4, TSH, dans la journée, vous avez le résultat de votre prise de sang. Il faut faire ça au bout de, pour les adultes, on dit 6 à 8 semaines après avoir changé de boîte. Pour les enfants, on dit de le faire 4 semaines après, plus court. Et on adapte la dose, comme quand on démarre un traitement. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai eu une enfant qui a été déséquilibrée, mais peut-être c'est simplement parce qu'elle était à une période, elle est ado, et c'est un moment où elle aurait été déséquilibrée. Je ne peux pas affirmer, je pense que c'est les boîtes, parce qu'elle était stable depuis 2 ans, et elle est ado, grande ado. Je pense que c'est lié au changement de boîte. Ben, j'ai augmenté la dose, elle va très bien. Mais elle n'allait pas bien, c'est vrai. Il y a une question là-haut, je crois. La question, c'est, pour les génériques, est-ce que c'est comme pour les Levothyrox? Est-ce que les changements... Alors, je comprends. Alors, la question des génériques, jusqu'à présent, avec l'ancienne formule, puisque la nouvelle... alors, ce que je dois dire par rapport à cette nouvelle formule et le mannitol et l'acide citrique, dont je vous ai parlé, peut-être qui interfèrent avec la T4, ça, je ne sais pas. Des études sont en cours, là, pour vraiment, sur le plan biochimique, sur le plan, voir vraiment l'interaction. Je pense qu'ils l'avaient fait, mais je ne peux pas dire. En tout cas, je sais que la NSM a demandé qu'à partir de maintenant, il y ait, et c'est en cours, et ça va rapidement être donné, on va vite avoir la réponse, des études de interférence entre le mannitol ou l'acide citrique anhydre avec la T4 pour répondre à votre question. Pour ce qui est des génériques, les génériques qui existaient jusqu'à présent ont été montrés moins efficaces et moins stables que l'ancienne formule de Levothyrox. Et la Société française d'endocrinologie avait demandé, et ça a été retenu, qu'on retire les génériques des pharmacies. Donc ils ne les ont pas retirés, mais ils avaient une consigne de ne pas les donner. Si bien que les génériques n'existent plus dans les pharmacies aujourd'hui, pas parce qu'on est contre les génériques, mais parce que là, ça a été prouvé non équivalent. Les anciens génériques. Il va arriver, là, ils sont en train d'en fabriquer un nouveau, qui, on verra, on fera l'étude, devrait permettre de pallier au problème du mannitol et de l'acide citrique, si tant est que les études maintenant vont confirmer qu'il y a un problème, on n'en sait rien. Donc, actuellement, il y a des recherches sur l'interférence entre T4 et mannitol et acide citrique, et il y a également la Sanofi Allemagne, parce que ce n'est pas les mêmes excipients qui arrivent, et en même temps, donc il y a 3 pistes en même temps, il y a les génériques qui essayent de faire mieux que leurs anciens génériques et proposer d'autres excipients. Mais moyennant quoi, pour tout ce que moi j'ai pu entendre comme effet secondaire, tout est lié à des signes qui ressemblent, je reviens, à mon métabolisme et à tout ce qui est dérégulation thyroïdienne. Je n'ai pas, si j'ai entendu 2 ou 3 qui disaient j'ai mal au ventre, bon, c'est possible, mais voilà. Globalement quand même, la majorité des effets rapportés, de tout ce que j'ai pu lire, c'est tout ce qui est lié à la dysrégulation, enfin aux troubles thyroïdiens. On fait une TSH, on adapte et on essaie aussi de trier dans tous les symptômes, avec le manque de confiance des laboratoires qui peut générer effectivement de la pathologie fonctionnelle. Voilà. Il y a une autre question? Oui. Quel est votre sentiment, est-ce que votre sentiment a évolué sur la supplémentation en méthionine, acide folique, et maintenant avec la nouvelle molécule extrait du thé vert, la bêta-galactocatéchine? Alors, pour ce qui est de l'acide folique, c'est quelque chose donc, qui avait été proposé encore une fois par la Fondation Le Jeune, avec des études que j'ai réclamées. J'ai pu avoir 2 papiers qui m'ont envoyé. Et la seule chose qui paraissait significative, mais pour moi pas statistiquement significatif, un peu la même chose que le Hollandais qui a montré qu'on améliorait avec la thyroïde. Ce n'était pas vraiment significatif, mais il y avait quelque chose. C'était positif uniquement l'acide folique quand vous aviez une hypothyroïdie associée. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les notions qu'on a maintenant, c'est-à-dire de dire que finalement, les 2 premières années de la vie, on va dire quasi tous les enfants porteurs de trisomie 21 ont une dysgénésie thyroïdienne. Donc, dans son groupe, il faudrait refaire ces études qu'ils ont faites, puisqu'ils les ont faites sans savoir que les enfants avaient des problèmes thyroïdiens. Ils le faisaient juste sur une TSH avec les normes, tout ce que je vous ai dit. Donc, le seul papier qui existe en l'état actuel de la Fondation Le Jeune, c'est acide folique de 0 à 5 ans, efficace sur le développement intellectuel, avec des limites de significativité, parce que statistiquement, il n'y a pas les groupes, etc., uniquement dans le groupe qui prend du Levothyrox en même temps, de la L-thyroxine. Et juste une petite aparté, la L-thyroxine n'a aucun excipient, c'est des gouttes, c'est formidable, sauf qu'on n'en a pas assez pour traiter nos enfants, alors surtout, n'en prenez pas les adultes. Parce que ça a été substitué. Et la méthionine? Et la méthionine, alors ça, je sais que ça fait partie de leur cocktail. Ce que j'en sais, c'est que méthionine, vitamine A, C, E, c'est le principe, ce sont des antioxydants, et que ça améliore l'état des phanaires. Donc moi, je mets, mais j'en sais pas plus. La seule chose, j'en sais pas plus parce que j'ai demandé encore une fois beaucoup de littérature que j'ai pas réussi à avoir. Donc la seule littérature vraiment scientifique, c'était celle sur l'acide folique que j'ai trouvée.
Je ne sais pas si le professeur London a quelque chose à rajouter. Et l'extrait de thé vert? Après, c'est les nouveaux traitements, là. C'est le non pharmaceutique de l'inhibiteur, non? Le dernier. Et l'épigallactocatéchine. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est tout nouveau. Enfin, moi, je ne sais pas s'il y a des publications pour l'instant qui... Pour ce qui est du travail de l'Institut, à ne pas confondre avec la Fondation, Oui, enfin... pour des raisons éthiques. oui, je suis d'accord avec Donc, vous avez tout à fait raison. Quand ils ont trié leurs résultats, ils n'ont trouvé de résultats positifs de l'effet de l'acide folique, contrairement à d'autres études qui avaient été faites aux États-Unis, etc., que les enfants qui étaient traités, et c'était pas que des petits-enfants. Ils ont mis en place une nouvelle étude sur 4 ans. Et Clotilde Mircher est venue à Marseille, je crois que c'était à Marseille, et elle a dit où ça en était, mais les résultats qui sont en cours, donc une étude clinique vraie, ne seront publiés que dans 2 ans. Voilà. Alors, je rajoute à cela que l'étude de Michel Pollack, vous savez, qui a travaillé que sur les souris jusqu'à présent, pas sur les enfants, c'est avec l'Institut Lejeune qui le fait. Le 0-2 ans sous les votes. Il ne fait rien avec l'Institut Lejeune, c'est l'Institut Lejeune qui donne un peu d'argent. Ce qu'il je fait, sais pas, c'est avec les souris qu'on a créées au laboratoire et sur lesquelles, moi, j'ai des résultats connaissez sur les Michel neurotransmetteurs. Vous travaillez avec Oui, Michel non, moi vous n'avez pas regardé, je suis un peu moins vieille qu'avant, mais quand même très vieille. Non, mais non. On va passer au sujet suivant, à moins qu'il y ait encore une question, mais je pense qu'on a tout abordé sur la thyroïde. Hein, oui, il y a une question. À quel moment du développement in utero on pourrait voir cette dygénésie de la thyroïde? Est-ce que c'est à 3 mois? Est-ce que c'est à 6 mois? C'est juste pour voir, parce qu'il y a quand même dans la tête de certains une possibilité de traitement in utero sur le bébé en gestation. Donc ou sur la maman, mais ça, je ne sais pas exactement. Donc, et qu'est-ce que ça a à voir? Alors, parce que c'est auto-immun, le thymus a une régulation différente dans la trisomie 21. Moi, j'étais Madame Thymus il y a encore plus longtemps. Et il est évolué plus rapidement, il se développe plus vite. Donc, est-ce que ça a à voir? Et est-ce que ça a à voir avec je sais plus. Alors, pour revenir à la thyroïde fœtale, elle se développe très tôt au cours de... il faut savoir que pendant toute la vie fœtale, la fonction thyroïdienne, c'est la mère qui la donne au fœtus. Et c'est à la naissance ensuite que... Donc, un traitement anténatal avec des hormones thyroïdiennes, c'est pas utile. Si la mère est bien équilibrée, bien sûr, il faut savoir aussi, ça n'a rien à voir avec ça, mais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont des auto-immunités thyroïdiennes et elles ne le savent pas ou elles ne se font pas suivre. Et les anticorps passent la barrière aussi, donc peuvent affecter la thyroïde de l'enfant. Mais tout ça, ça vient de la maman. Donc, la traiter, si elle est pas équilibrée dans sa thyroïde, oui, mais pas spécifiquement par rapport à la dysgénésie. Repérer la dysgénésie, ça ne peut pas se repérer sur une échographie. Enfin, encore qu'il faudrait affiner les échographies, puisqu'on dit qu'elle est plus petite. Je suis d'accord. Pour l'instant, on trouve les grosseurs. On fait, par exemple, des diagnostics anténataux de goitre, notamment quand les mères ont des enfants, etc. On voit un goitre anténatal, c'est important pour l'accouchement, etc. Enfin bon, des glandes petites, ça, il faut parler avec les spécialistes de l'échographie fœtale. Si on pouvait avoir des abacs, des normes, on pourrait savoir que sa thyroïde est faible. Mais tout ça, ça serait uniquement de la recherche. En pratique, comme la mère va réguler la thyroïde du fœtus, si la mère régule bien, toute la vie fœtale, sa thyroïde, en tout cas, fonctionnera bien. Et à la naissance, on fait le dépistage et on traite très tôt. Donc, en termes de traitement anténatal sur le plan thyroïdien, en tout cas, je ne pense pas que ça va changer quelque chose. Et puis, il faut savoir que la thyroïde, qui règle tout, on a de la chance, on a des traitements, bon, mis à part tout ce qu'on vient de dire sur le lévothyrox, qui sont faciles. Pour suppléer la fonction thyroïdienne, on a un traitement qui est facile. Donc, traiter en anténatal pour éviter, par exemple, de prendre du lévothyrox toute sa vie, je ne pense pas que ça soit rentable, entre guillemets, si tant est qu'on puisse le faire. Voilà. Mais le dépister pour dire qu'il y a une dysgénésie, pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas le faire. Et ça pas... Voilà, c'est des modèles animaux, enfin pas que animaux, puisque c'est sur des fœtus. Ça nous aide à la compréhension des choses, oui. Mais individuellement, non. Pour la recherche, oui. Il reste 5 minutes, donc je vais... Alors, la taille de l'enfant, il faut savoir que pendant la vie fœtale, la thyroïde n'affecte pas la taille fœtale.
La taille fœtale est influencée pas par l'hormone de croissance, pas par les hormones thyroïdiennes. C'est essentiellement l'IGF-1 qui est un facteur de croissance qui qui affecte la taille à la naissance. En revanche, dans les 2 premières années de la vie, c'est essentiellement les hormones thyroïdiennes qui font grandir les enfants, pas l'hormone de croissance. Elle sert à quelque chose quand même, jusqu'à 2 ans, mais elle ne sert pas à grandir. Et l'hormone de croissance, elle sert à grandir à partir de 2 ans. De 0 à 2 ans, ce sont les hormones thyroïdiennes surtout. Et puis bien d'autres choses, l'état nutritionnel, l'IGF-1, etc. Donc effectivement, un bébé qui naît avec un problème de thyroïde, il n'a pas forcément une petite taille à la naissance, mais s'il ne prend pas ses hormones thyroïdiennes dès la naissance, il va pas grandir. Et le bébé, le crétinisme endémique, comme on disait, ou enfin l'hypothyroïdie non traitée, quand on ne faisait pas le dépistage, ça date des années 70, je crois, le dépistage de l'hypothyroïdie congénitale. Donc c'était des enfants qu'on diagnostiquait à 2 ans, des gros bouddhas, tout petits, tout gros, tout mous, enfin... c'est peut-être péjoratif de dire gros Bouddha, mais finalement, qui ressemble aussi à nos enfants trisomiques si on ne s'en occupe pas. Donc voilà, j'insiste là-dessus, c'est pas pour dire que c'est des gros Bouddhas et crétins, mais c'est pas du tout mon propos, mais c'est pour dire qu'ils sont comme tout le monde. Enfin, ils ont une anomalie, une pathologie, et ils n'ont pas un handicap congénital. Voilà, ils ont une pathologie, et peut-être que c'est la thyroïde finalement qui est à l'origine. Je ne pense pas qu'elle fasse tout dans la morphologie, mais elle fait beaucoup. Voilà. Alors, on m'avait demandé de parler de poids. Le poids, il faut passer une demi-journée là-dessus, donc c'est pas la peine. Il y a beaucoup qui est lié à la thyroïde, vous avez compris, puisque l'équilibre du poids, c'est l'équilibre thyroïdien aussi, par le biais de l'action directe sur la taille et le poids, mais aussi par le tonus. Et je dois dire que les enfants porteurs de trisomie 21, s'ils sont en surpoids, c'est essentiellement parce qu'ils sont hypotoniques, qu'ils ne bougent pas assez. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on constate souvent, ils grossissent, tiens, par hasard, au moment de la puberté. C'est le moment où ils rejettent, comme tout adolescent, ce n'est pas particulier à l'enfant trisomique, ses parents, l'institution qui leur fait faire des tas d'activités. Mais moi, je vois la même chose chez les non-trisomiques. On arrive à les tenir quand ils ont des tendances à prendre du poids pour X ou Y raison jusqu'à l'adolescence. C'est drôle, ils rentrent en 6e, ils se mettent à grossir. Pourtant, on ne mange pas différemment, etc. Donc, c'est essentiellement parce qu'à ce moment-là, c'est canapé, télé, machin. Et donc l'enfant qui est porteur de trisomie 21 a une hypotonie quand même qui est plus importante que la population générale. Et vraiment, son problème de poids, pour moi, c'est l'alimentation, pas tellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, mais c'est surtout leur hypotonie, l'absence d'activité physique. Donc, on arrive à leur maintenir quand même le poids s'ils acceptent de nous suivre. Alors, c'est vrai que moi, j'entends les familles, je me rappelle de toutes les familles que je vois ici et qui me disaient, on les emmène marcher, on est tous des sportifs et tout, et puis au bout de 10 mètres, ils s'assiedent. Je ne vois pas ici Jérémy, parce qu'il n'y a pas son... Enrique, il n'est pas là, non. Mais je me rappelle très bien de Jérémy qui, son papa me disait, il s'assied, il ne peut plus avancer. C'est pas qu'il est un mauvais bougre, c'est vrai qu'il est fatigué, hypotonique, il ne pouvait plus. Mais c'est vrai qu'il faut essayer de... Voilà. Et puis finalement, ils ont des poids, on arrive à les maintenir. Donc tout ça, le poids, c'est l'activité physique. Et c'est ce que je dis à mes patients non trisomiques également. 2/3 du problème de l'obésité, c'est l'activité physique. 1/3, c'est l'alimentation. Et c'est exactement la même chose chez les enfants trisomiques. Donc, à propos de l'obésité, à tendance, l'exercice physique très jeune, pas uniquement. Oui, bien sûr. Mais quand on est, je me rappelle avoir été à Grenoble, et à Grenoble, les gens de l'Ariste étaient, oui, il y avait peut-être, étaient minces, et je me suis dit, c'est de l'endocrino. Eh ben non, c'est le sport, les arts du cirque, s'il y a des gens de Grenoble, c'est bouger très tôt l'enfant, même avant qu'il marche, même avant ses 2 ans. Et de toute façon, ça corrèle avec une étude de l'INSERM très vieille qui a été faite sur les gens tout venant. Et la seule corrélation entre l'obésité et quelque chose, c'était l'activité physique de l'enfant en dessous de 8 ans. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais bon, mon expérience avec l'Ariste, j'ai tout compris à Grenoble. Je confirme cela et je rappelle que les recommandations, c'est de faire de la kiné chez l'enfant dès la naissance, en attendant ensuite de relayer par l'activité psychomotrice, avec la rééducation psychomotrice. Et il est recommandé dès la naissance de leur mettre en place un traitement par kiné pour effectivement la mobilisation. C'est la même chose que le Prader-Willi et que d'autres anomalies. Le Prader-Willi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une obésité monstrueuse d'origine hypothalamique. Ce sont des enfants qui ne sont jamais rassasiés, donc forcément ils ont un problème alimentaire. Mais si on les prend en charge, et on ne peut rien y faire,
enfin entre guillemets, tant qu'on ne trouvera pas, maintenant on a l'ocytocine, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et il y a une personne beaucoup plus douée que moi et compétente en la matière à l'hôpital des enfants pour ça, qui pourrait vous en parler. Mais en tout cas, ces enfants obèses, on arrive à réguler leur obésité. Maintenant, on va avoir un médicament pour l'appétit, mais avant ça, par une prise en charge kiné. Ils sont hypotoniques à la naissance, c'est la même chose. On fait de la kiné pour les rendre toniques, parce que sinon, c'est des enfants qui ne peuvent pas manger. Enfin bref, je ne vais pas faire le topo sur le Prader-Willi, mais tout passe à travers l'activité physique et l'hormone de croissance, qui est une hormone du tonus aussi. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, activité physique pour tout le monde. Activité physique n'étant pas activité sportive, c'est-à-dire si vous vous donnez bonne conscience de l'inscrire à la danse, au judo, à je ne sais pas quoi, ça ne marchera pas. Il faut qu'il fasse ça, mais il faut aussi que vous, enfin les parents, les enseignants à l'école, enfin tout le monde, les fasse bouger tous les jours, quoi, hein. Là, je fais de l'activité physique, vous voyez. Bon. La suite. Donc, on m'a demandé ensuite de parler de contraception. Alors, ça n'a pas de lien avec la thyroïde, mais c'est vrai que par ma qualité d'endocrinologue pédiatre, je les vois grands, donc je les vois ados, et on parle de contraception. Et j'ai la chance d'avoir une associée gynécologue avec qui on s'entend très bien, qui est spécialisée dans l'infertilité, mais qui voit beaucoup de couples, du fait de l'infertilité aussi, avec possiblement des conseils génétiques, enfin beaucoup de tout ça, et qui connaît bien les jeunes. Et donc, on a un peu affiné notre façon de voir. Donc, je vous rappelle toutes les catégories de contraception. Donc, dans la contraception, vous verrez qu'il y a deux choses qui, c'est pas de la contraception, c'est de la stérilisation, entre guillemets. J'ai horreur de ce terme, mais bon, ça fait partie de la contraception, que sont la ligature des trompes et la vasectomie pour les hommes. Mais bon, c'est mis dans l'efficacité en termes de non-grossesse, hein, contraception. Donc, vous voyez l'indice de Pearl, tout le monde connaît ce que c'est, hein, c'est l'indice pour... alors, l'indice de Pearl, c'est le nombre de grossesses accidentelles exprimées pour 100 années femmes, c'est-à-dire 100 années d'avoir des enfants, enfin de fertilité. Et donc, en gros, pour être bon en contraception, il faut être à 0,00 et mauvais à 100. C'est-à-dire, s'il n'y a aucune protection, vous êtes à 100. Et puis, si vous avez l'implant progestatif ou la pilule, vous êtes bien couvert par rapport à la contraception. Donc, il y a en gros, donc c'est la diapositive suivante. Donc, vous avez les obturateurs féminins, on n'en parle pas. Enfin, préservatifs féminins. Là, je suis dans la contraception féminine, on parlera des masculines après. Donc, diaphragme, câble cervical et préservatif, ça c'est dans la population générale déjà pas très conseillé. Enfin, si, ça peut être, mais il faut une compliance, une adaptation au système très très précise. Donc, en situation de handicap, je pense que c'est pas du tout envisageable. Et puis surtout, c'est au moment. Donc, c'est avec une anticipation. Il faut le laisser un certain temps. Enfin bon, c'est pas, à mon avis, envisageable. Ensuite, vous avez trois grands dispositifs hormonaux. Donc, toutes les pilules sont faites avec des œstroprogestatifs, œstrogène et progestérone. Dans toutes les pilules, l'œstrogène, c'est l'éthénylestradiol, à part une, Cléra, mais on n'en parlera pas, ça n'a pas d'intérêt. Toutes ont la même molécule, éthénylestradiol. Et les pilules diffèrent par la quantité de cet éthénylestradiol et par la progestérone qui est différente d'une pilule à l'autre. Et on définit trois types de pilules œstroprogestatives, première, deuxième et troisième génération, en fonction de la quantité d'œstrogène et surtout de la qualité de la progestérone. Et il y a eu, donc, vous avez entendu parler récemment, oui, dans les 5 dernières années, des problèmes avec les pilules de troisième génération qui avaient un risque augmenté des pathologies thromboemboliques, c'est-à-dire les phlébites et les embolies pulmonaires. Donc, il est recommandé maintenant, pour toute nouvelle contraception, de faire appel aux deuxième générations, qui, elles, ont fait la preuve de leur innocuité dans ce domaine. Des deuxième générations qui ont comme éthénylestradiol la différence avec la première, c'est la grande différence, c'est la quantité d'œstrogène. Donc, ce sont des mini-dosés par rapport à celle, pour, par exemple, le Stédiril, si vous avez entendu parler, c'est une à 50 microgrammes, c'est une normodosée. Les mini-dosés sont dosés à 20 ou à 30. Et le progestatif, c'est du lévonorgestrel, c'est-à-dire une deuxième génération qui n'a pas ce problème thromboembolique. Je vous rassure, les mamans qui sont là, enfin les femmes en période d'activité génitale, si vous êtes en troisième génération depuis plus d'1 an et que vous n'avez pas fait de problème thromboembolique, vous pouvez continuer. Vous n'en ferez pas. Hein, voilà. On n'est pas obligé de changer. C'est après 1 an, c'est la première année. Et ensuite, non, le progestatif en continu, c'est pour ceux qui ne peuvent pas prendre les œstrogènes. Donc il y a des contre-indications, le diabète, ou certaines contre-indications à prendre des œstrogènes de l'éthénylestradiol. Et donc c'est Cerazette Microval essentiellement. Et donc c'est les microdosés. Le problème, c'est qu'il faut les prendre à peu près à heure fixe, alors que la pilule, on peut avoir 12 heures de battement. Hein. Dans celle-ci, il y a
1 heure, enfin il faut prendre à peu près à heure fixe. Et ça entraîne des troubles du cycle puisqu'il n'y a plus de règles et des pertes n'importe quand. Donc c'est bon, quand il faut, on le prend. Et puis les macro-dosées, c'est celles qu'on prend 20 jours par mois, Luthéran, Luténil, etc. C'est de la progestérone pure. Et puis l'implant, je l'ai mis en gros parce que c'est ce qu'on préconise maintenant. Dans le handicap, on préconise. Mais même les non-handicap, je vous dirais, les jeunes filles qui sont tête en l'air, qui oublient, elles viennent vous le réclamer, l'implant. Hein. Donc elles n'ont pas de handicap intellectuel, mais elles ont un handicap simplement de leur vie de tous les jours, qui est un peu anarchique. Et donc elles viennent vous demander l'implant, et il n'y a pas de problème. C'est de la progestérone qu'on met sous la peau, et qu'on laisse pendant 2 ans ou 3, ça dépend, et qui vous assure la contraception. Et on peut l'enlever si on décide dans les 2 ou 3 ans de ne plus vouloir de contraception. Hein. Donc ça, c'est l'implant qui se fait une petite anesthésie et un petit point sous le bras. Et puis les stérilés, les dispositifs intra-utérins. Alors avant qu'on ait les implants, on était très stérilés dans le handicap et pas trop dans la population générale, mais en tout cas, on n'avait plus d'interdits comme avant chez les nullipares, celles qui n'avaient jamais eu d'enfants. On disait pas de stérilet. Maintenant, il n'y a pas de problème avec la nulliparité. En revanche, il y a un problème avec l'hygiène parce que c'est source d'infection, donc il faut être quand même très rigoureux. On a quand même des salpingites, c'est-à-dire des infections des trompes liées à une infection contractée par le stérilet. Donc, il faut être très attentif à l'hygiène, mais ce n'est pas impossible de mettre un stérilet à une fille qui n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est les 2 grands... Mais depuis qu'on a les implants, je pense que c'est vraiment l'implant qui prend le dessus. Alors bien sûr, avec l'implant, c'est comme avec les progestatifs pris en continu, il y a des troubles du cycle. Mais bon, si on le sait, par rapport au progestatif oral en continu, au moins on est sûr qu'on ne l'a pas oublié. Donc si on n'a pas de règles, c'est pas qu'on est enceinte. Voilà, c'est l'intérêt par rapport au progestatif. Et puis après, bon, les petites pertes un peu n'importe quand, c'est pas très... Voilà, alors j'ai mis ligature tubaire entre guillemets parce que c'est pas la contraception, c'est la stérilisation. Bon, c'est interdit de toute façon, donc, mais c'est pour le signaler puisque je ne parle pas uniquement pour la trisomie 21. Il y a certaines femmes qui voudraient une ligature tubaire parce qu'elles ne veulent plus de contraception, elles ne veulent plus d'enfants ou pour diverses raisons. C'est pas autorisé par aucun comité d'éthique, enfin en tout cas en Occitanie, parce qu'après les comités d'éthique, ça fonctionne en fonction des régions. Je ne parle pas pour les autres, mais je pense que partout en France, c'est interdit. Mais voilà, c'est une contraception aussi. Voilà, la ligature tubaire. Pardon ? Que ce soit interdit ? Alors, les anesthésistes, enfin, parce que moi j'ai été confrontée à ça par des mamans, enfin pas par mes patients, hein, certaines le font faire par exemple lors d'une intervention gynécologique. Donc ils le font. Si vous voulez, vous pouvez pas, un anesthésiste ne prendra pas le risque de vous endormir pour ça. Enfin, je dis pas que ce que je dis, il ne faudrait pas le filmer parce que c'est interdit. Voilà. Mais je sais que certaines femmes l'ont fait faire à l'occasion d'autres interventions. Je cautionne pas, je ne donne pas mon avis. Hein. En tout cas, un anesthésiste refusera de vous endormir. La contraception masculine, c'est la suivante. Donc le préservatif. Hormonal, c'est toujours en train d'être évalué, c'est pas encore tout à fait au point. Donc voilà, mais ça pourrait exister, hein, la contraception masculine. Alors moi, j'ai des parents d'enfants trisomiques, de garçons. J'ai 2 familles déjà qui m'ont posé la question, qui se sentent très concernées. On disait, je ne sais pas, Madame London me le dira, me confirmera, la vieille notion, c'était de dire les filles sont fertiles et pas les garçons. Eh bien moi, je ne crois pas. Parce que quand je les examine en période pubertaire, je vois qu'ils se développent normalement, notamment leurs testicules grossissent. Et le testicule grossit si vous avez une spermatogénèse, c'est-à-dire les cellules qui font les spermatozoïdes. Donc pour moi, les garçons trisomiques ne sont pas plus stériles que la population générale. Voilà. Donc j'ai eu déjà 2 familles qui m'ont interrogée sur la vasectomie. Ben là aussi, c'est comme la ligature tubaire, parce qu'ils se sentaient concernés par la contraception de leurs garçons. Et donc moi, je ne pouvais pas me prononcer. J'ai envoyé chez des urologues adultes, parce que c'était des adultes, qui ont bien sûr refusé. Enfin, bien sûr, je ne sais pas après ce qui s'est passé, mais je pense que c'est interdit. Hein, enfin, Madame London, peut-être... oui, c'est interdit. Et c'est vrai que cette notion de l'enfant avec trisomie 21, de garçon avec trisomie 21 fertile, est fausse. Mais il y a une hypofertilité, c'est vrai. Elle est sans doute encore plus accentuée que dans la population générale, où il y a une grande baisse de fertilité des hommes, n'est-ce pas ? Mais les gens ne se sentent pas concernés. Alors il y a peu de gens, parce que traîne encore cette notion, le garçon il peut aller où il veut, c'est pas grave parce que de toute façon il est infertile. C'est faux. Il y a des cas, on les connaît, de fertilité d'enfants qui sont nés de ces hommes qui ont une trisomie 21. Quant à la recherche sur la contraception masculine
pas hormonale, c'est pas qu'elle n'est pas au point, c'est que messieurs qui dirigent les laboratoires, bien souvent, ne veulent pas en entendre parler. Et dans le monde entier, il doit y avoir 3 laboratoires qui font des recherches là-dessus. Et comme ils ne veulent pas en entendre parler, il n'y a pas d'argent dessus, et c'est tabou. Mais c'est possible, c'est exactement, ça serait quand même plus simple, parce que de nos jours, les femmes, les jeunes, avec ou non handicap, en ont marre de prendre la pilule. Voilà. Alors, On a des alternatives. mais j'ai une question à vous poser. La progestérone par implant n'a pas de conséquences? Non. La progestérone fait rien, sauf la contraception? Enfin, sauf au contraire, là. Oui. Est-ce qu'on sait quelque chose? Oui, alors on sait. Merci. Enfin, la progestérone qu'on utilise dans l'implant, c'est celui de 2e génération. C'est la molécule de la 2e génération, c'est le levonorgestrel. Donc il a bien été étudié dans la contraception. On a montré qu'il n'avait pas de risque thromboembolique, qui est le seul risque qui a été retrouvé. Après, d'une façon générale, la progestérone, c'est une hormone naturelle. Enfin bon, là, c'est un dérivé synthétique, mais au contraire, c'est très, très bénéfique. On utilise la progestérone dans beaucoup d'indications, chez les jeunes filles qui ont des troubles des règles, les syndromes prémenstruels, les menaces de fausse couche, etc., etc. Donc c'est une molécule qui a... qu'on fabrique toutes en 2e partie du cycle. Alors là, c'est le levonorgestrel, c'est un dérivé, mais il n'a pas montré d'effet secondaire puisqu'on est revenu à lui par rapport à la contraception. Alors la seule chose que rapportent certaines jeunes filles qui prennent ça en macro-dosé, donc 20 jours par mois pour la contraception ou pour les troubles du cycle, c'est des variations du poids. Je dois avouer que c'est vrai, mais encore une fois, comme chez tout enfant, quand je mets un traitement pour puberté précoce qui bloque les hormones, ça donne de l'appétit. Si on a une activité physique bien développée, qu'on équilibre l'alimentation, on ne grossit pas, même avec tous les traitements qui font grossir, entre guillemets. Ça augmente la susceptibilité individuelle. Et la progestérone aussi. Bon, je vous remercie de votre attention et...